Bonjour mes amis. RER B, RER C, RER D, c'est près de 2 millions de voyageurs par jour. 2 millions qui ne demandent pas grand-chose, simplement pouvoir avec dignité prendre le transport. Sauf que d'autres choix ont été faits, notamment en Île-de-France. On a priorisé des projets comme le Grand Paris au détriment de solutions qui pouvaient exister. Il y a des syndicalistes, il y a des usagers, des dépenses d'usagers qui étaient là pour porter des solutions, notamment le double tunnel à Châtelet. C'est une œuvre. C'est une œuvre, et vous voyez, même quand je veux parler de double tunnel, quelques années plus tard, on trouve le moyen de me couper le micro. Ce double tunnel permettrait d'augmenter d'au moins 50% le trafic à heure creuse, 30% à heure de pointe entre Châtelet et Gare du Nord. Vous avez deux lignes qui convergent. Normalement, ces lignes étaient faites pour circuler à site propre. Vous voyez bien que tous les transports actuellement, je pense à l'aérien, les tramways, se font en site propre. Quelle absurdité de laisser des convergences se faire comme ça. Et aujourd'hui, les usagers sont les premiers contribuables de cette misère de transport. Donc ça, c'est un point sur lequel je voulais insister, puisqu'on a essayé de concurrencer par le fait l'automobile, la voiture au transport. C'est près de 20 millions de voitures qui circulent chaque jour. Regardez les parkings qu'il y a. Il y a 2 parkings de chaque côté et on a supprimé des parkings gratuits qui pouvaient contenir plus de 500 voitures de chaque côté. Les populations, la pollution, il faut savoir que c'est près de 50 000 personnes qui meurent chaque année par la pollution. Donc ce facteur-là, il est quand même à prendre en compte. Aujourd'hui, par la France Insoumise et par nos actions, et parce qu'il y a des femmes et des hommes qui sont ici présents, qui ont envie de porter le témoignage du peuple, qui ont envie de porter leur vécu, leur savoir-faire, il est possible de vivre autrement. Et puisque nous allons parler de vivre autrement pour la France Insoumise, ça va être un bon moyen de passer la parole à Jean-Luc Mélenchon, car je crois que c'est surtout lui que vous voulez entendre, apporter ce témoignage pour tous qui êtes venus nombreux. Je tiens à vous remercier. J'ai tenu à venir ici, pas parce que je connais cet endroit, ça serait un peu ridicule, c'est pas une raison suffisante, mais parce que il y a ces deux-ci qui sont candidats, et je les trouve très représentatifs des questions qui nous occupent. Et alors nous, on n'a pas besoin de reprendre les gens comme certains le font, hein. Alors comment ils parlent? Société civile. Et alors vous avez tous les bénis oui de la terre qui sont là. Oui, société civile. Alors, qui sont ces membres de la société civile qui sont avec M. Macron? Des directeurs des ressources humaines, des anciens lobbyistes, des patrons de ceci, des patrons de cela. Ça, c'est société civile. Et nous, eh ben, on s'appelle comment? Les gens, voilà. Alors, les gens qui sont avec nous dans la France Insoumise, eh ben, c'est un gars comme Philippe Duravert. On s'est connus tous les deux, ils menaient des luttes, qui étaient des luttes extrêmement éprouvantes pour les salariés, parce que il y a double difficulté. D'une part, il faut lutter pour ses droits, comme syndicaliste, comme employé, et puis comme vous êtes à la RATP, c'est clair que quand vous êtes dans une lutte, va vous poser des problèmes aux autres. Des fois, le gars il est en lutte, sa femme elle est sur le quai, elle attend que le train roule, hein, il ne peut pas rentrer à la maison. Donc ce sont des batailles qui sont extrêmement éprouvantes et qui nécessitent de la part de ceux qui les mènent un grand sang-froid et une capacité à prendre sur soi beaucoup d'angoisse des autres. Et c'est comme ça que j'ai connu Philippe, et qu'ensuite on a fait chemin ensemble. Et Cécile, je l'ai connue comme prof. Elle est encore ainsi aujourd'hui, à l'heure à laquelle elle est là à côté de moi. Monte un petit peu qui te voit, parce qu'après il te confond avec lui. Bon, non mais c'est parce que moi qui dis elle est où? Elle est juste à côté de moi ou est-ce que soit ballot? Bon. Alors, elle est inscrite. Et dans la vie, c'est les choses qui aujourd'hui nous préoccupent le plus. Hein. D'abord, il y a l'emploi. Enfin, la première chose qu'il y a le plus souvent, c'est la santé. Parce que c'est un problème pour tout le monde.
et puis pour nos petits, et puis pour nos anciens, enfin bref, c'est pour tout le monde. Et puis, il y a un nombre croissant de gens qui ne vont pas se soigner. Alors, parce qu'ils disent, bon, je m'écoute pas, parce qu'on a toujours dit comme ça dans les familles, hein, faut pas s'écouter. En attendant, si tu commences à être malade et que tu t'écoutes pas, tu ne pourras pas te faire soigner, et après, quand tu vas, ben, tu es encore plus malade que tu étais avant. Et résultat, eh ben, c'est bon pour personne. Il y a à peu près 30% des gens qui devraient aller au-devant des soins et qui n'y vont pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens, et que, bon, tant qu'à se priver de quelque chose, autant serrer les dents. Voilà ce qu'ils se disent. Ça, c'est le problème premier. Après, les autres problèmes dans la vie, ben, c'est nos gamins. Parce que dans toutes les sociétés du monde, la première chose dont on s'occupe, c'est des gosses. Alors, les anciens après, par solidarité, mais c'est toujours par les gosses que ça commence. Toutes les sociétés s'occupent de leurs gosses. On est dans la première société qui commence à même pas s'intéresser à tes gosses. Voilà la raison pour laquelle il y a tant de désastres qui sont commis dans le domaine de l'éducation. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir avec nous des gens qui sont dedans, non seulement des parents d'élèves, mais aussi des instituteurs, et des institutrices, parce que c'est quand même à eux qu'on doit tout. Hein. Et quand on va à l'école, contrairement à ce que croit l'actuel ministre, que vous ne savez pas qui c'est, vous autres, parce que vous n'avez pas regardé, on n'a pas le temps de dire tout ça. Mais celui qu'ils ont nommé ministre, j'aime mieux vous dire que vous allez sentir que jamais il le reste. Hein. Si ce n'est pas nous qui gagnons les élections législatives, vous allez comprendre votre douleur. Parce que celui-là, il se figure, bien sûr mon garçon, et celui-là il se figure qu'il faut gérer les écoles comme des entreprises. D'accord ? Déjà, comme il n'a jamais mis les pieds dans une entreprise, il pense que dans une entreprise, c'est le paradis sur terre et qu'il soigne du bonheur d'après les murs. Alors, il voudrait que le chef d'établissement soit le chef comme un patron d'entreprise, et même un certain nombre d'heures de cours. Vous voyez, un peu comme au collège, où la réforme qui va s'appliquer, vous allez avoir 20% des heures de cours qui vont être décidées dans votre collège. Alors, vous trouvez toujours des gens pour dire, ah ben c'est mieux, comme ça quoi Comme ça quoi Vous avez quelque chose. Dans l'établissement, d'autres qui n'avaient pas du piston et qui n'avaient pas les bonnes relations, les gamins, ils n'en trouveront pas. C'est ce que vous aimeriez. Donc vous aurez entendu dire que c'est la meilleure, parce que c'est comme ça que ça se passe. Chaque année, vous avez un intervalle régulier, tous les hebdomadaires qui vous font de la publicité pour les lycées ou pour les hôpitaux, ils les classent, ça n'a aucun sens, hein, ces classements. Mais ça ne fait rien, ça finit par impressionner les gens. Ben, c'est ça qui se passera si vous acceptez cette idée que les écoles soient gérées comme des entreprises. Alors moi, je n'hésite pas à vous dire, je suis pour une éducation nationale. Partout les mêmes horaires, partout les mêmes cours, et partout le même statut. Et oui, c'est ça, il s'agit de nos gosses. Et quand on les met à l'école, on ne les met pas à l'école pour qu'ils deviennent des clients ou des producteurs. Là, il y a quelque chose qui tourne par rond. On les met à l'école pour qu'ils apprennent à devenir des petites personnes, mieux qu'on saurait le faire à la maison, parce que les instituteurs, les institutrices, c'est leur métier de transférer à la nouvelle génération les savoirs dont on a besoin. Mais les savoirs, c'est pas que les savoirs, comme disent certains qui ne comprennent rien, utiles. Tout est utile dans le savoir. Ou cette courge de Madame Le Pen, qui a été racontée partout, qu'elle veut que 50% de l'enseignement soit réservé aux Français. Elle n'est pas au courant qu'on passe 100% de son temps en français à l'école. Alors, elle se croyait inspirée, elle me regarde, elle dit oui, mais j'ai dit des cours de français. Mais madame, le meilleur cours de français, c'est celui où on parle le français. C'est comme pour n'importe quelle langue. Si vous l'apprenez en tant que langue, c'est une chose, mais si vous allez la pratiquer, vous la pratiquez mieux. Donc, tout ça est absurde. Ces gens ont un avis sur l'école et apparemment, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. En tout cas, nous, nos gosses, on les met là pour qu'ils apprennent de la musique, de la chanson, de la poésie, des textes, de la littérature, des sciences, des mathématiques et tout ce qui permet à une personne de se construire comme personne humaine, de s'ouvrir l'esprit et d'être meilleur après qu'il était avant. Voilà pourquoi on envoie nos enfants à l'école, pas pour autre chose. Vous comprenez? Alors, là je vous ai donné deux exemples. Et ces deux exemples, ils vous montrent une chose. Qu'est-ce qu'on met au poste de commande dans la société? C'est ça le vrai débat qu'on mérite. Hein? On ne mérite pas un débat Madame Le Pen en face de Monsieur Macron, c'est trop facile. Parce que vous mettez Madame Le Pen quelque part, et bien il y a une table, une chaise, une chèvre, n'importe qui est élu. Parce que tout le monde voit bien que ce qu'elle raconte tient pas de vous. Tout le monde voit bien que ce qu'elle dit, c'est la bagarre de tout le monde contre tout le monde. Et voilà comment l'autre, il a réussi à gagner sans avoir besoin de se fatiguer à raconter aux gens ce qu'il comptait faire. Et maintenant, il le découvre tout doucement. Il ne faut pas que vous vous rendiez compte d'un coup de ce qui va vous arriver.
Est-ce qu'il y a ici des fonctionnaires? Peut-être quelques-uns qui sont dans les collectivités locales. Eh bien, serrez les dents, les copains. Ou bien c'est pour eux, ou bien vous allez vous en prendre une bonne. Pourquoi? Vous avez vu qu'ils vont augmenter la CSG. Non, vous ne l'avez pas vu tous. Eh bon, vous l'avez vu. Alors les fonctionnaires, vous ne la payez pas avant la CSG. Ceux qui sont dans le privé, je ne vous dis pas que c'est la fête pour eux, ça va supprimer les cotisations sociales et les cotisations, enfin, je ne me rappelle plus lesquelles. Enfin, des cotisations. Croyez pas que vous allez les ramasser dans votre salaire net, hein. Croyez pas ça. Parce qu'au passage, il y aura la CSG qui sera passée dessus. Donc, il vous restera un tout petit chouïa de plus. Alors, évidemment, vous vous dites tant mieux. Mais ça se trouve, le chouïa en question, il vous fait passer à une autre tranche dans les impôts sur le revenu. Mais j'oublie ça. Par contre, les fonctionnaires, il n'y avait pas de cotisation. Donc, ils ne vont rien rattraper du tout. Vous allez vous le prendre purement et simplement en pleine tête. Vous le comprenez, les gens? Pas je dis en pleine tête, parce qu'après ils disent « Ah, Mélenchon dit des choses violentes. » Vous allez vous le prendre en plein cœur, dans votre portefeuille. Vous allez être plus léger après ça, parce que vous aurez bien pris tout ce qu'il y a dedans. Vous savez combien ça représente? 20 milliards, mes amis. Vous m'entendez? 20 milliards de moins dans les poches du peuple qui vont être un pur et simple transfert. Parce que ces 20 milliards, ils servent à financer les allègements de cotisation dont je viens de parler, qui eux profitent directement au prix de la marchandise à la sortie. Vous faites tout ça pour que tout ça coûte moins cher. Et qu'est-ce que ça peut bien vous faire que ça coûte moins cher si c'est pas vous qui l'achetez vu que vous n'en avez pas les moyens? Voilà la logique de leur système. C'est de ça dont on a le droit de parler. Moi je comprends que des gens trouvent que c'est bien de faire comme ça, que la main invisible du marché va tout arranger, blablabla. Bla, bla. Admettons, mais qu'on puisse au moins en parler, qu'on puisse échanger des arguments. Il n'y a pas un seul débat d'organiser avec le Premier ministre. D'accord? Le Premier ministre, il est nommé Premier ministre, c'est la main du prince. Toi là-bas, t'es Premier ministre. Ah bon, merci monsieur. Ça tombe bien dans ta ville, qui c'est qui est arrivé en tête au présidentiel? Moi, Mélenchon, tout pas Premier ministre que je suis, et qui n'a pas fait la grande école comme lui. C'est moi que les gens du Havre ont mis en tête. Eh bien au minimum, on pourrait avoir un échange avec cet homme, puisqu'il est Premier ministre et qu'il est tellement intelligent, il ne devrait pas avoir peur de moi. Je suis un homme de gauche, vous le savez bien, et je ne suis pas très intelligent, j'ai fait des lettres. Hein? Alors, il ne devrait pas avoir peur. On ne parlera pas de poésie, c'est promis. On parlera, parce que là, il n'y connaissait rien. Peut-être pas lui, parce qu'il a écrit des romans policiers, ils ne sont pas trop mal écrits, il faut bien dire ce qu'il est. Hein. Il faut savoir reconnaître à ses adversaires du talent. Et bien moi, je préférerais qu'il reste à la maison pour écrire des romans policiers que de venir nous augmenter la CSG et le reste. Bon, donc, moi je souhaite qu'il y ait un débat. On ne peut pas parler, on ne peut pas discuter. Vous avez vu, ça recommence la samba de la présidentielle. Hein? Alors on a fait un mois de présidentielle sur le prix des costards de Fillon. Impossible de parler d'autre chose. Là c'est reparti avec Ferrand et vous verrez ce qui se passera. Dorénavant c'est comme auparavant, rien du tout. Voilà ce qui va se passer. Et pendant des semaines, on va nous amuser, ou plus exactement, on va enfumer l'esprit public avec ça. Ça c'est sujet numéro 1. Sujet numéro 2, le diable. Abominable. C'est moi. Ça recommence. On a fait 15 jours des derniers temps de la campagne présidentielle sur le fait que j'étais l'abominable diable. N'est-ce pas? En particulier parce que j'étais supposé être un ami de M. Poutine. Et, vous vous en rappelez les gens? On a eu droit à tous les repas à cette histoire-là. Et moi j'avais beau dire que si j'étais russe je ne voterais pas Poutine, etc. Rien n'y faisait. Tout le monde s'y est mis. Sans vous parler de ces malheureux du PS qui passaient derrière pour en rajouter encore une couche et faire les malins. Et alors aujourd'hui, qui c'est qui a invité Poutine? C'est pas moi qui l'ai invité au camping, c'est l'autre qui l'a invité à Versailles. À Versailles! À Versailles, mes amis! Hein? Voilà. Alors les mêmes qui s'étranglaient rien qu'à l'évocation du nom de M. Poutine, tous transformés en carpette. Ils sont tous là à sortir une langue grande comme ça pour lui lécher les pompes. Les mêmes, messieurs, dames. Tâchez de vous en rappeler. Chaque fois que vous m'entendrez traiter de cette manière-là, je sais, sinon vous ne seriez pas venu ici pour m'écouter. Rappelez-vous qui sont ces gens. Rappelez-vous qu'ils ne croient pas la moitié des choses qu'ils disent eux-mêmes, parce qu'ils sont capables de dire le contraire une semaine après ou 2 semaines après, si ça arrange leurs petites affaires. Si moi j'avais été président de la République, j'aurais repris le dialogue avec les Russes. Mais on n'aurait pas commencé par un bal à Versailles. On aurait commencé par une discussion sérieuse, notamment sur la question de la Crimée. Parce que si tout le monde est contre le fait qu'ils envahissent la Crimée, même s'il y a
un référendum. Eh bien nous les Français, on a quelque chose à dire sur la question des frontières. Et on peut dire à M. Poutine, peut-être que l'histoire vous donne raison, peut-être que les circonstances particulières du gouvernement néo-nazi de l'Ukraine vous donnent des raisons particulières de vouloir protéger les gens de la Crimée. Mais nous les Français, on ne peut pas accepter que quelqu'un passe chez le voisin comme ça et décide que c'est chez lui. Donc on a une discussion à avoir avec les Russes et leur dire, écoutez, si vous pensez que la Crimée est russe, alors ça vaut la peine qu'on fasse un référendum sous le contrôle des autorités internationales et de la seule à laquelle nous les Français nous croyons, qui est l'ONU, qui n'est pas le G7, le G20 et tous ces machins des puissants de la Terre qui donnent des ordres à tous les autres. Voilà ce qu'il faut avoir comme discussion. Et au lieu de ça, vous êtes tous les mannequins qui sont là à lui dire, est-ce que vous allez lui parler des droits de l'homme? Bien sûr qu'il faut parler des droits de l'homme. Depuis quand on invite les gens à domicile pour les engueuler? Ça s'est jamais vu. Une fois qu'il est là, avec lui, il faut parler des questions de fond, et en particulier de cette histoire de frontières, et bien sûr de la question des droits de l'homme. Et je signale que la Tchétchénie est censée être un État indépendant, qui n'est pas arrivé jusqu'aux oreilles des gens et qui écrivent des articles sur le sujet. Bon, j'ai fait une petite digression parce que j'ai commencé par la santé après l'école, et je voulais en dire bien sûr à la question des transports, parce que ça occupe notre vie, cette histoire-là. C'est pour ça qu'on a besoin de gens comme ça, comme notre ami Philippe Duravert à l'Assemblée nationale. Vous comprenez ? Je ne sais pas quelle responsabilité le pays va nous donner. Vous ne laissez pas assommer les gens, parce que c'est fait pour ça. Pour que vous vous disiez, ça y est, c'est joué. Hein, vous avez vu ça dans tous les journaux, Macron à la piscine, Macron à la montagne, Macron au ski, Macron et en avant. Et vous êtes persuadés que Macron et que tout est gagné. Non mes amis, ce n'est pas vrai. L'autre jour, j'ai vu dans un journal, il disait près d'un Français sur deux souhaite une majorité absolue pour M. Macron. Eh bien moi j'ai tendu l'oreille. C'est faux. Ah ben c'est clair que c'est pas ici que ça se passe. Hein, tout ça. Mais j'ai regardé un petit peu plus près. Déjà quand on me dit près d'un Français sur deux, je comprends que c'est pas un Français sur deux. Ben figurez-vous que ça fait quand même pas beaucoup. D'habitude quand on élit un président, ben, tout le monde se dit bon ben ma foi, autant qu'il gouverne. Là c'est pas le cas. Et j'ai regardé de plus près. C'était 43%. Regardez bien cet exemple que je suis en train de vous donner pour regarder l'impression que ça fait pour vous. Si vous entendez près d'un Français sur deux veut qu'il ait la majorité, ou si vous entendiez moins d'un Français sur deux souhaite qu'il ait la majorité, vous voyez bien que ça ne vous fait pas le même effet. Vous comprenez pourquoi les manipulateurs de cerveau sont là? Voilà. Ils sont à l'œuvre, ils vous enfument, ils vous trompent, ils vous mentent, ils vous poussent dans le dos, ils vous tordent les bras pour vous faire voter comme ceci ou comme cela. Donc vous avez un boulot à faire. Déjà que vous avez donné du mal de venir là, en plein soleil. Et à ce moment-ci, votre travail, c'est de convaincre les gens autour de nous qui reviennent. Allez pas chercher je sais pas qui, il vaut mieux aller les chercher quand même. Mais tant qu'à faire, commencer par ceux qui sont déjà venus la dernière fois. Parce que si les 7 millions qui sont venus la dernière fois, ils reviennent cette fois-ci, c'est nous qui avons gagné. Vous comprenez? Et les autres, ils le savent. C'est la raison pour laquelle ils se donnent tant de mal à me rediaboliser. Écoutez, vous savez, je pensais que, avec le temps, c'était émoussé en moi ma capacité d'indignation. Honnêtement, je ne fais plus très attention. Mais là, il y en a quelques-uns qui ont battu des records. Hein. La ce week-end. Alors, je demande avec respect et humblement aux médiacrates, je leur demande le béret à la main, je baisse les yeux, je leur demande au moins épargner nos familles et nos morts. Au moins respectez ça. Moi, allez-y, tapez, dites que vous n'êtes pas d'accord avec moi, que je suis un collectiviste, racontez tout ce que vous voulez sur l'Alba et le reste, admettons. Mais s'il vous plaît, pas nos morts, pas nos enfants, pas nos familles. Foutez-nous la paix un peu, lâchez-nous. Lâchez-nous juste sur ce domaine-là. On a droit, nous aussi, à une dignité. Nous aussi, nous sommes des personnes. Nous aussi, nous pleurons nos morts. Nos enfants continuent à les pleurer. Je ne dis que ça. Renseignez-vous et vous comprendrez. Parce qu'il ne faut pas dire leur nom. Il ne faut pas dire le nom de leurs journaux, sinon après ils crient qu'on est contre les médias. Ils préfèrent se faire domestiquer à coups de fouet par le président de la République. Et ben moi je lui dis, eh ben ça au moins, pour faire ça, je suis d'accord avec toi. Vas-y mon pote, tape dans le tas. Ils n'en valent pas plus cher que ça. Je suis très en colère, j'espère que vous l'entendez. Parce que je ne pensais pas qu'on nous ferait ça. Je ne pensais pas qu'à travers un magazine, d'un journal aussi important, on viendrait aussi se moquer de nos cérémonies de funérailles. Moi, je ne me moque jamais d'aucune funéraille. Et un mort, quand il n'est pas de notre camp, je le respecte toujours. Parce que toutes les sociétés humaines font comme ça. D'accord? Le général de Gaulle, il n'était pas de mon camp. Et pourtant, je respecte sa mémoire. Et quand j'ai appris que sa tombe a été profanée, j'ai fait partie de ceux qui ont dit c'est pas normal, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable de se comporter comme ça, d'autant que cet homme, il représente une certaine idée qu'on se fait tous de notre pays, même si on n'a pas été d'accord avec lui au moment où il gouvernait le pays. Bon. Eh ben,
ça vous montre que c'est une campagne. Et c'est une campagne qui est dure. Pourquoi? Parce que la victoire est à portée de main. La dernière fois, combien il y en avait qui faisaient les malins, me dire oui, tu comprends, pas y arriver et tout. À 600 000 voix près, on y arrivait. Hein? Alors recommencez, dites à vos amis qui vous entourent, c'est pas la peine de recommencer à éparpiller ces voix, il faut faire des votes efficaces. Je ne vous ai pas dit utile, j'emploie pas ce mot-là. Je ne dis pas que les autres sont inutiles, je ne dis pas ça. Je dis que quand on a une conviction, on vote d'après ses convictions, c'est bien. Mais il faut surtout voter de manière efficace si on a un objectif politique devant soi. Et l'objectif politique qu'on a, c'est qu'on ne veut pas que M. Macron ait les pleins pouvoirs. C'est ça qu'on veut empêcher. Parce que s'il a les pleins pouvoirs, le monsieur, il a dit lui-même qu'il serait jupitérien. Imaginez-vous la mégalo. Jupitérien, carrément. Et bien, jupitérien, vous allez bien voir dans quelle poche ça va se passer. Ça sera forcément les vôtres. Rappelez-vous-en, les gens. C'est un bonheur de vous voir. Et maintenant, je vais boire un petit coup parce que vraiment ça... D'eau, hein, d'eau. Alors, il faut que Philippe et Cécile, les deux, arrivent jusqu'à l'Assemblée nationale. Quoi qu'il arrive, pour faire face aux responsabilités que le pays va nous confier, parce qu'il va nous en donner, quel que soit notre statut, soit qu'on soit la majorité, soit qu'on soit, vous le savez tous, la seule et unique force de masse d'opposition si nous perdons l'élection. D'opposition républicaine et progressiste. Les gens, vous autres, vous avez voté avec nous, cette fois-ci, on a fait équipe ensemble. Mais maintenant, on a des responsabilités nouvelles, vous le savez bien. C'est pas comme autrefois, quand juste on défendait notre point de vue, bon, c'était déjà bien qu'on le fasse. Mais maintenant, tout le monde nous regarde. Tout le monde nous dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, qu'est-ce que vous proposez? Vous devez vous rappeler une chose. Aux gens, il ne faut pas vendre la couleur de ma cravate, ni celle de ces deux-là. Nous avons une chose à leur dire, et cette chose porte un nom, elle s'appelle l'avenir en commun. C'est un programme de gouvernement. S'il faut gouverner demain matin, je sais par quel bout commencer, parce que j'ai un programme pour le faire. Et ce programme, c'est vous tous qui avez décidé de le faire comme ça et de le porter jusqu'à ce niveau. Nos personnes sont rien. D'abord nos idées, d'abord notre programme. C'est de ça dont nous sommes tous propriétaires. Vous, autant que moi dans cette histoire. Et c'est pour ça que ces deux-là peuvent aller à l'Assemblée nationale la tête bien haute. Parce qu'une fois qu'ils y seront, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils n'arrivent pas là comme des marioles qui arrivent derrière je ne sais quel improbable chef de circonstance avec des étiquettes confuses. Comme tous ceux que vous êtes jusqu'à présent, vous avez été obligés d'avoir devant vous. Hein? Alors vous, ça a été le pompon, parce que non seulement votre député Foutoussoin vous a lâché là, mais en plus, vous ne savez même pas ce que le suivant compte faire, s'il compte être avec Macron, ou s'il compte être avec le groupe du PS, etc. Allez, dégagez-moi tout ça, et votez-moi pour Philippe Duravert. Sachez qu'on restera là, on reste sur cette place pendant encore quelques temps, même si Jean-Luc, d'ici quelques minutes, va nous quitter pour aller sur Grigny. On continuera à animer, tant que vous le voudrez, des débats avec France Insoumise et les candidats qui sont à votre disposition pour répondre à toutes les questions.